Petite interruption avant de débuter la vidéo. Cet extrait où je m'enregistre a été tourné le lendemain du tournage de la vidéo. Parce que dans la nuit, entre hier où j'ai tourné la vidéo et du coup aujourd'hui où la vidéo va sortir, j'ai reçu mes respectivement 99e et 100e abonnés. Et donc la chaîne a désormais 100 abonnés. Et vous le savez très bien, je demande jamais l'abonnement, la cloche, les notifs, etc. Parce que c'est pas un intérêt pour moi de développer une chaîne, vous le savez, je pense très bien, vous l'avez compris, dans ce que j'ai envie de transmettre, c'est pas une volonté de créer une chaîne qui fait des vues, qui a beaucoup de likes, qui a beaucoup d'abonnés, vous savez que c'est pas une priorité, mais je tenais quand même à refaire ce petit extrait et le caler avant du coup la réelle vidéo du jour, pour remercier du coup les 100 personnes qui sont abonnées, et merci du soutien, merci de votre fidélité, merci de vos retours pour certains, les commentaires, qui sont toujours très intéressants et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à les lire, même si c'est sur des vidéos très anciennes, c'est pas grave, je suis là pour ça, je fais toujours très attention à tous les commentaires, et puis l'aventure hein, sur cette chaîne va évidemment continuer, et que, bien évidemment, on continue les films d'animation, on terminera Evangelion, et puis on verra ce qu'on fait après. En l'occurrence, c'est déjà prévu après, on va faire Steins Gate, comme vous le savez très bien, en continuant évidemment toujours les films d'animation, donc la chaîne n'a pas prévu de s'arrêter. Et donc voilà, c'était juste un petit remerciement avant de commencer la vidéo. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Evangelion, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième film Rebuild, Evangelion 2.22, You Cannot Advance, avec le note entre parenthèses, hein, c'est célèbre, c'est bien connu. Ce film, hein, toujours rapidement, hein, toujours au sein du studio Kara, avec évidemment Hideaki Anno à la supervision, et la réalisation plutôt faite par Masayuki entre autres, mais surtout par le petit protégé, hein, comme on l'appelle d'Hideaki Anno, Kazuya Tsuromaki. Alors, les 4 films Rebuild, hein, pour reprendre un peu, moi je les découpe en 4 catégories, enfin à 4 fonctions différentes. Le premier, c'est la reprise, un peu en mode rentrée des classes, on revoit les bases, on revoit beaucoup de choses qu'on connaît. Le deuxième, c'est la transition. Le troisième, c'est la nouveauté. Et le quatrième, c'est la conclusion. Et ça, on reverra de comment les Rebuild vont réussir à conclure l'histoire et le lore Évangélion d'une différente manière que l'a fait la série. On reviendra ça évidemment en temps voulu. Mais on va, avant aussi de parler vraiment du film, s'intéresser au principal problème de l'ordre de sortie des éléments d'Evangélion. Alors là, je parle pas de The End of Evangelion ou de la série originale, ni des épisodes 25-26. Je parle uniquement de ce qui arrive au XXIe siècle. En fait, le souci, c'est que les Rebuild, les 3 premiers, sortent avant je dirais, les parties du manga qui nous permettent d'avoir 2 analyses différentes. Une dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo Rebuild, qui est le fait que les Rebuild est une autre version de l'univers Évangélion, et que donc c'est pas à prendre comme une suite ou comme une correction de certaines choses qui seraient fautes selon la production, mais qu'en fait c'est un univers qui serait revécu par Shinji comme une boucle temporelle, ou un univers parallèle si vous voulez. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, on va la voir maintenant à travers le personnage de Marie. Bien que Marie soit pas encore très très présente à travers le deuxième film, elle va quand même être là. Évidemment, le rôle de Marie va avoir énormément d'importance dans le quatrième. Si, évidemment, dans le troisième. Mais le troisième est moins bon, mais ça c'est pour d'autres raisons que ça. Le troisième c'est pas le meilleur des Rebuild. Mais dans le quatrième, on va beaucoup parler de Marie, ça c'est sûr, parce que c'est l'un des personnages les plus importants en fait de la saga Rebuild. Et je parle que des Rebuild. Donc ce que je disais, le problème c'est que du coup, ces 2 parties de manga, elles arrivent seulement en 2013, à savoir dans le tome 14, dans les toutes dernières pages du tome 14, ou du tome 7 en perfecte édition, mais peu importe, nous ce qui nous intéresse c'est 2013 et la sortie, où il y a les informations qui nous permettent de dire, oui, c'est effectivement un univers qui se répète, comme je l'ai mentionné, j'ai montré plusieurs extraits du manga qui appuient sur cette théorie, qui permet de la valider sur le cycle infini en disant que l'épisode 26, l'animé Evangelion,
avec The End of Evangelion du coup dedans, les Rebuild et le manga, et cette séquence seulement du manga, hein, pas tout le reste du manga, juste cette petite séquence du manga, ces 4 versions sont 4 versions possibles de l'écriture d'Evangelion. 2 d'entre elles ont été quasiment peu exploitées, mais 2 autres ont été très exploitées, à savoir celle de l'animé et celle des Rebuild. Et donc la même chose arrive avec Marie, en fait les réponses qu'on a à travers les dernières pages du manga nous permettent de vraiment dire d'où vient Marie et comment ça se fait qu'elle ait autant de connaissances et qu'elle puisse en fait avoir une badassitude absolue avec les évangélions alors qu'elle vient à peine d'arriver. On peut comprendre en fait son passé grâce au manga. Et ce que je disais, le problème c'est la sortie. Comme j'ai dit, c'est donc en 2013. Et en 2013, bah, le souci, c'est qu'en 2007, le premier Rebuild est sorti, en 2009, le deuxième, et en 2012, le troisième. Donc vous avez vu déjà 3 Rebuilds, vous avez vu du coup la reprise Is, sur des bases qui étaient très similaires à ce qu'on avait vu dans l'animé. Donc ça veut dire que les gens, je me prends d'un point de vue du gars qui connaît pas du coup la fin du manga vu qu'elle n'a pas été écrite simplement, et je me dis, bah j'ai pas la preuve ultime que c'est une nouvelle version d'Evangelion, je me dis que c'est peut-être juste une correction. Comme je l'ai dit précédemment, c'est ce que n'est pas c'est ce que ne sont pas les Rebuild, une refabrication de la série d'origine, mais c'est ce qu'on pourrait croire que sont les Rebuild, vu que la fin du manga n'est pas encore sortie. Et vu que la fin du manga n'est toujours pas sortie à la fin du deuxième Rebuild, bah on pourrait être perdu parce que justement le deuxième Rebuild va beaucoup plus dériver de la série et c'est totalement normal dans le procédé d'écriture des Rebuild. Mais si vous étiez persuadé que ça reste dans les ordres du manga et que de l'animé pardon, et on essaie de se raccrocher à certains plans de l'animé parce qu'effectivement il y a des choses qu'on connaît de l'animé qui vont se retrouver encore dans le deuxième Rebuild, et bah ça marche pas. Et vous arrivez avec le troisième. Vous n'avez rien compris. Et le troisième, il est impossible à comprendre en fait si on est basé sur l'animé. C'est impossible. Parce que la suite logique des événements du troisième Rebuild ne peuvent pas coller avec la fin de l'animé. C'est impossible. Ça ne peut pas marcher. On reviendra pourquoi exactement dans la prochaine vidéo. Et du coup, bah, le quatrième Rebuild est effectivement là pour conclure non seulement oui le troisième, mais aussi les 2 premiers. Donc tout ça, il y a des ponts évidemment entre les films. Effectivement, pour prouver en fait que Marie, elle est comme ça et pas autrement sur la théorie de qui est le personnage de Marie, on va avoir besoin d'éléments du deuxième et du troisième et du quatrième, mais aussi du premier film où Marie n'apparaît même pas. Et ça, c'est, je trouve assez marrant quand même. Bon, je reviendrai aussi en temps voulu sur cette question de qui est Marie et d'où elle vient et pourquoi elle peut piloter les VA-02 d'ailleurs. C'est ça le problème que je disais sur Evangelion et c'est son immense problème avec du coup la saga des Rebuild / le manga, c'est que tu peux pas avoir la preuve qu'on est dans une nouvelle version totale de l'univers Evangelion quand les Rebuild commencent. Et quand tu as la preuve, eh ben, on est dans l'attente du quatrième. Le troisième est déjà sorti, on attend le quatrième. Moi, j'ai eu besoin du manga, et c'est clair que si on suppose que le manga n'existe pas, je suis pas sûr que j'aurais eu la même analyse. Et j'en suis même sûr à 100% en vrai que j'aurais pas eu la même analyse. Parce que le manga est nécessaire en fait au développement de cette théorie. Parce que le manga est en fait la seule partie d'Evangelion d'expliciter ça directement devant nos yeux. Dans l'épisode 26, on comprend pas tout ce qui se passe, donc on n'est pas trop sûr de grand chose. L'animé, bah, c'est l'animé, donc finalement c'est pas une autre version de lui-même, c'est lui-même, logique. Et les Rebuild, bah, vu le premier film, et qu'on n'a pas la preuve qu'il y a le multi-univers parallèle, eh bien on est persuadé qu'en fait que c'est juste une simple reconstruction de l'animé de base, et donc on est toujours dans l'animé de base. Et donc on est persuadé quand le troisième film sort et qu'on n'a toujours pas la preuve que notre pensée est fausse, qu'on est toujours derrière l'animé et que donc on est après The End of Evangelion. Et sauf qu'on reviendra là-dessus, non, le troisième Rebuild n'est pas après The End of Evangelion. Ce n'est pas ça, c'est faux, c'est non. En vue de ce qui va se passer, enfin voilà, on reviendra là-dessus, mais parlons maintenant du deuxième film. Alors, le deuxième film commence tout de suite avec Marie. Marie Machinami Illustrius. Bon, Illustrius, pardon. Un personnage complètement mystérieux dont on n'a aucune information et on n'a même pas son nom, en fait, dès les premiers instants, on voit même pas sa gueule encore. Elle est à bord de l'unité provisoire 05, c'est marqué sur son casque.
Alors, où est-ce qu'elle se situe? Parce que c'est important de le préciser, parce que peut-être que peu de gens le savent, qu'on est effectivement dans la base de Bethany, et qu'elle va se fight contre le troisième ange. Ah, il était là, le troisième ange, c'était donc lui. J'en ai parlé dans la première vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est où est la base Bethany? Ah ben, la base Bethany, en fait, c'est une collaboration entre les forces stratégiques européennes et la Russie. Oui, une collaboration européano-russe, ou russo-européenne. Dans le monde réel, ouais, c'est peu réaliste, mais peu importe, on s'en fout. C'est donc en fait une base militaire qui donc dépend des forces stratégiques européennes et se situe en mer, donc l'océan Arctique au nord de la Russie. C'est pour ça que c'est un peu au milieu de nulle part. Beaucoup de gens pensent que la base de Bethany est aux États-Unis, mais en fait non, elle se situe en Russie. On aura la mention de ça d'ailleurs dans un discours que beaucoup de gens peut-être n'écoutent pas tellement qu'il n'est pas important, entre justement Misato, Ritsuko et Maya, je crois qu'elle est là, lorsqu'elles sont en train de passer à côté de l'Évangélion dans un petit train de l'unité 01, je crois, à ce moment-là, à peu près au milieu du film. Ça a l'air d'être une séquence toute bête, mais n'oubliez pas que le moindre détail dans l'Évangélion peut être important. Et ce détail est important pour justement montrer que Marie, elle est dépendante des forces stratégiques européennes. Alors, cette base de la Bethany, elle est affiliée à la NERV. Mais est-ce que Marie est à la NERV? En fait, non. Elle va être dépendante, et on va le découvrir assez rapidement, parce que aussi les éléments de décor et ce qui a marqué sur son casque, qu'elle est dépendante de l'IPEA. L'International Project Evangelion Agency, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Alors l'IPEA, ou l'IPA, c'est pas du tout un truc qui n'est absolument pas mentionné dans l'anime, qui n'existe pas, mais dans les rebuilds, ça existe. Et donc c'est une institution de surveillance et de fabrication, qui est aussi impliquée de fabrication d'Évangélion, et qui, du coup, a pour rôle, a priori, aussi d'éliminer les anges, d'une certaine manière. Mais du coup, Marie n'est pas directement dépendante de la NERV, ni de la ZELE d'ailleurs. C'est encore une autre institution. On rappelle aussi que Marie, ça c'est un détail que l'on a de la présentation de ce personnage qui était avant la sortie du film le 27 juin 2009, on avait déjà l'information que Marie c'était une Britannique a priori. Elle est née en Angleterre et elle a fait ses études au Japon, avec une certaine Yui Ikari. Et ça, ce sera dans le manga tome 7. Et pour le moment, en 2009, on n'a pas la preuve que le manga tome 14 ou tome 7 Perfect Edition n'existe simplement pas encore. Donc, en 2009, on ne peut pas le dire qu'elle a eu donc cette relation avec Yui Ikari. Et en fait, la référence dans ce rebuild-là, on ne parlera pas du tout de Yui Ikari dans le deuxième rebuild. En fait, ça viendra que dans le quatrième. Et donc, après la sortie de cette partie du manga. Donc, bref, je passe les détails, mais bon, Marie détruit l'ange et son évangélion provisoire, unité 05 aussi. Mais il n'y a pas que Marie qui est là, il y a aussi un certain Ryoji Kaji. En fait, Marie a utilisé une diversion en faisant libérer l'ange un petit peu, pour que Ryoji Kaji pique quelque chose dans la base de Bethany. Ce quelque chose, il va le remettre à Gendo Ikari. Et là, on se dit, oh, ça va être l'embryon d'Adam, comme dans l'anime. Non. Alors, c'est la clé de Naploukla... J'ai rien compris. Ce titre est imprononçable. Ce nom est imprononçable, c'est insupportable. Pourquoi ce nom? Alors, je le mets sur l'écran, voilà, comme ça vous le voyez, mais il est chiant ce nom. Et en vrai, cet objet, il a l'air ultra stylé entre les anges et l'humanité, la connaissance humaine et la divinité des anges. Cet objet ne sera absolument pas utile pendant le deuxième, ni dans le troisième rebuild d'ailleurs. Il interviendra que dans le quatrième, et après, il va dépop, il va disparaître. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Un objet qui sera utilisé une fois, qu'on le voit une fois, et qui sera utilisé une deuxième fois, beaucoup plus tard. Donc ça a l'air d'être un objet ultra stylé, ultra important, mais en fait, non. Pas trop. Bon, après, évidemment, on connaît la chanson. Ryoji Kaji, il retourne au Japon, à la NERV. Pas avec Asuka, du coup, ça c'est un détail important. Et pas avec Marie aussi directement. Et il va retrouver Misato et Ritsuko. Hein, on connaît le trio de choc. Ça, c'est un élément qui n'a pas changé. Marie, d'ailleurs, dans la séquence du début, elle dit, juste après que Ryoji s'est dit à lui-même, on n'aime pas utiliser des enfants, ça vient contre-cœur d'utiliser des enfants, et Marie dit « je n'aime pas utiliser des adultes ».
Ça, c'est assez drôle. Comme si, en fait, Marie, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et que Marie, à plusieurs reprises, en fait, dans l'animé, enfin, la série de films, et on va le revoir déjà dans cette séquence, enfin, dans le film, dans le deuxième film, mais aussi dans le troisième, quatrième, qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Et que Marie a l'air de connaître énormément de choses que beaucoup de personnages ignorent. Malheureusement, c'est pas toujours la chose qui va nous le plus intéresser. C'est-à-dire que les connaissances de Marie vont être un petit peu, dans le sens un peu sorti de nulle part. Ça a l'air d'être la seule personne d'être au courant et elle n'est pas en train d'expliquer des choses aux autres. Évidemment, quand on sera dans le troisième Rebuild, on aura aussi une démonstration de cela lorsque notre ami Shinji va initier le Force Impact avec Kaoru dans l'unité 13. Mais ça, c'est autre chose. C'est le troisième film, c'est plus le deuxième. Donc, Marie, là aussi, en parlant à sa princesse Asuka, enfin voilà, on reviendra là-dessus. D'ailleurs, en parlant de Asuka, parlons d'Asuka. D'Asuka Shikinami. Asuka Shikinami l'anglais. Et pas Asuka l'anglais Soryu. Alors vous me direz, ouais, c'est des détails, c'est de la merde. Non, ce n'est pas un détail. Alors, non, Shikinami ne veut pas dire quelque chose qu'elle a un lien de famille, ne cherchez pas en fait un autre personnage de l'animé. Non, elle n'a pas de lien de famille changeant avec qui que ce soit, mais ses liens familiaux vont quand même changer, parce que son père et sa maman, alors son père, on sait que dans l'animé, il est mis entre parenthèses, naissance in vitro effectivement dans le manga, mais il n'est pas très important. Mais la mère, on a tout ce côté du suicide, de la poupée, la pendaison, le traumatisme de l'enfance. Dans les Rebuild, on s'en contrefou. Vraiment, c'est un détail. En fait, on sait, et ça ne change pas, que Asuka s'est construite elle-même, toute seule, en tant que jeune femme, mais c'était pas par un traumatisme. Ou en tout cas, on n'en fait pas mention. Son comportement à la tsundere n'a pas changé, mais le fait qu'elle ait changé de nom montre réellement cette envie, je pense, des réalisateurs de nous montrer que les Rebuild ne sont pas juste une simple reconstruction de la série, mais une autre version de l'univers Évangélion dans son ensemble. Et d'ailleurs pas seulement Asuka, mais en fait absolument tous les personnages. Bon, Marie c'est un peu plus facile vu qu'elle est nouvelle, mais pour Rei, même si elle est toujours aussi peu expressive, et encore, elle l'est plus que dans l'animé, hein, je trouve. Shinji est aussi très très différent dans son comportement dans le deuxième film, sur pas mal de points. Bon, après, des gens comme Misato, Ritsuko, elle est quasiment absente hein, du deuxième Rebuild, c'est un truc de ouf. Gendo, bon, c'est toujours Gendo, hein, lui, change pas. Il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. Et la principale chose qui ne change pas, c'est le visuel. Et donc le physique des personnages qui est relativement le même. À part évidemment de l'animation qui est plus propre, au niveau des cheveux notamment. Bon, ça c'est un détail d'animation. C'est évidemment que l'animation est plus moderne. Mais c'est plutôt le fait qu'il y a peut-être des petites oscillations dans les choix scénaristiques qui sont faits, qui nous montrent que l'animé va se diriger vers autre chose. Et pas comme l'animé l'a fait, mais donc les Rebuild sont en train de se diriger vers autre chose. D'ailleurs, l'arrivée d'Asuka se fait avec évidemment la présence du septième ange, alors que Shinji est ramené par Misato après avoir été sur la tombe de sa mère avec son papa. Donc sur la tombe de Yui avec Gendo. Et donc Asuka va aller démolir ce septième ange qui ressemble un petit peu à Matarael, mais pas trop non plus. Vous vous souvenez ce que j'ai dit dans la première vidéo, où je disais que le design des anges était pas trop changeant sur les premiers reviews. Et c'est vrai que quand on regarde Sachiel, Shamshel et Ramiel, le design il est le même, à part Ramiel qui fait ses petites évolutions parce que l'animation le permet, ce changement de forme. Mais là, pour le coup, les anges qu'on va avoir, que ce soit le septième qui ressemble un peu à Matarael, mais aussi le huitième qui ressemble un petit peu à un croisement entre Saakiel et Leliel, pardon. Et après, effectivement, tu as le neuvième ange qui, lui, est Badriel, clairement, hein, le même rôle sur l'unité 03. Et le dixième ange, lui, pour le coup, et c'est censé être Zeruel, on le comprend assez facilement, mais il est aussi, en termes de design, extrêmement différent. Et donc ça, c'est un point que je voulais montrer, c'est que le deuxième Rebuild, à travers justement ses comportements de ses personnages et le design des anges, montre qu'on se rapproche un peu de l'animé pour pas perdre tout le monde, mais dans un côté où on est en train de s'éloigner un peu plus. Vous vous souvenez quand je faisais ce petit truc où le deuxième Rebuild était comme ça? Le premier était dessus, mais le deuxième s'écartait un petit peu.
mais il n'est pas encore totalement écarté. Là où le troisième rebuild s'écarte complètement de la voix originale. Donc, vraiment, le deuxième rebuild, c'est cette transition dans le sens où on te dit « Attention, arrête de t'accrocher à l'idée qu'on est dans une reconstruction de l'animé, parce que c'est pas ça. Et si tu restes dans cette idée-là à la fin du deuxième rebuild, le troisième va te perdre et tu ne vas rien comprendre. » Et déjà qu'Evangelion, c'est pas facile à comprendre, donc en plus, si on part sur un postulat qui est faux, ça va être difficile. En tout cas, faux à mon avis. Après, est-ce que c'est faux dans l'absolu, je sais pas, mais pour moi en fait, j'ai vraiment cette impression qu'on nous dirige vers la porte de sortie par rapport à l'animé, quoi. Vraiment penser autrement que l'animé. Bien que les thématiques et le propos d'Evangelion restent finalement pas si différents que ça, hein, ils restent le même, hein, évidemment. Oh, comme je l'ai dit, on va pas commencer à parler d'un truc à la Sailor Moon hein, dans Evangelion, enfin je sais pas, ou partir sur un truc à la One Piece, enfin évidemment. On va pas non plus devenir changer de type d'animé et partir n'importe où. Enfin, évidemment, il faut que ça reste quand même un peu Évangélion. Par rapport à la série originale, on peut pas se permettre de faire non plus n'importe quoi. Ils auraient pu, comme ça, là, on aurait tout de suite compris, mais ça n'aurait aucun sens. Enfin, voilà. Ces projets Rebuild, c'est quand même une première dans l'histoire de l'animation japonaise que de recréer un univers entier, et pas seulement une histoire d'un animé, mais de recréer un univers entier sur la base d'une tétralogie de films. C'est vraiment un truc révolutionnaire, et personne n'avait tenté ça avant. Donc là où tous les autres films tirés d'animés sont plutôt des films résumés, enfin qui adaptent un petit peu la série. Bon, ensuite, on a des séquences légères avec du fanservice à outrance, avec Asuka qui met un high kick à Shinji parce que soi-disant, il l'a maté. Vu qu'il y a la même séquence où Asuka sort à poil de la douche, vu qu'il y a un pingouin qui est dans la salle de bain, même séquence qui fait référence au Shinji, et bim, double fanservice. Parce que non seulement corps féminin, nudité, oui, premier fanservice, deuxième fanservice, faire appel à une séquence que les fans ont adorée dans la première série. La séquence comique où Shinji découvre Pen dans la salle de bain. Double référence, référence et fanservice sur corps féminin, double fanservice. Et ce sera pas le seul exemple dans la saga de film. Parce que aussi, Evangelion, c'est aussi un peu le fanservice dans le sens à faire appel à des choses des séquences mythiques de l'animation d'Evangelion, de l'histoire d'Evangelion. Alors ensuite, il y a une séquence qui m'a assez perturbé. Il y a Gendo et Fuyutsuki qui vont aller sur la Lune pour aller voir, je pense, l'Evangelion qui est en construction, on le rappelle, sur la Lune, avec Kaoru qui se balade. Et Kaoru va regarder vers une capsule où il voit du coup Fuyutsuki et Gendo, et va dire « Content de te revoir, papa » ou « mon père ». Alors là, j'ai fait « Wait. » Pourquoi Kaoru dit ça? Et pourquoi il dit ça en regardant Gendo et Fuyutsuki? Lequel des deux est le père de Kaoru Nagisa? Alors, moi, je serais tenté de dire aucun des deux, hein. Vu que Kaoru n'est même pas un être humain, et parce que déjà, il respire sur la Lune sans scaphandre et torse nu, ça ne dérange personne, mais... mais... c'est assez perturbant cette séquence, parce que moi, j'ai pas compris, et je dois avouer que j'ai beau retourner un peu la séquence dans tous les sens, et de se dire, peut-être qu'il parle pas à Gendo ni à Fuyutsuki, mais c'est vrai qu'il dit ça juste après les avoir vus. Donc c'est un peu perturbant. Ou alors il croit que c'est d'autres personnes, ou alors c'est une mauvaise traduction. Ensuite, je disais que Shinji était différent dans ce deuxième rebuild. Et effectivement, regardez comment il est ultra attentif à ce que tout le monde aille bien. Dans la séquence entre Asuka, Rei et Toji, Ketsuke et Ryoji, à l'aquarium, où il y a la préservation de la nature avec cette eau bleue qui contraste avec l'eau rouge. Mais peu importe ce qu'il voit, voilà, il y a des poissons, c'est génial. Mais moi, ce que j'ai envie de rendre attentif dans cette séquence, c'est la façon dont Shinji se comporte avec Rei et le rapprochement qu'il fait avec elle en lui donnant cette fameuse soupe miso. C'est bête, hein. Et Asuka qui fait sa grosse jalouse, sa grosse tsundere, hein, évidemment, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude, ça reste notre Asuka nationale, hein, quand même. Faut pas oublier, hein. Donc, séquence qui est à la fois assez marrante, avec aussi Toji qui est un putain de machiste, mais ça c'est un autre problème. Shinji qui fait super bien la bouffe, bravo Shinji, félicitations à toi. Et ça crée des séquences assez comiques pendant tout le film, avec cette fameuse scène de ménage entre
entre Asuka et Shinji, où Asuka se plaint que Shinji lui a pas fait à manger. C'est assez drôle, je trouve, cette petite séquence. Mais la façon dont Shinji se comporte avec Asuka, bon, au début, il est un peu surpris quand Asuka arrive et montre que son Eva est super géniale et trop forte et trop badass. Il se fait balayer comme une grosse merde. Mais après, il essaie un peu de se rapprocher, d'avoir une certaine confiance. Et avec Rei, il fait pareil. Instaurer cette confiance-là. Donc Shinji, dans son comportement qu'il a avec les autres, il n'est pas tout à fait pareil, et même très différent par rapport à l'animé. Rei, bon, ça reste toujours un clone, donc finalement, ses réactions sont toujours aussi plates. Et Asuka est limite peut-être encore plus agressive que dans l'animé, hein, je trouve, hein, personnellement. Ensuite, on repart avec Gendo et Fuyutsuki qui sont en train de redescendre vers la Terre et qui sont du coup en train de regarder les vestiges du Second Impact avec 4 croix au milieu du trou du Second Impact. 4 croix parce qu'il y a eu 4 Adams. Et attention, les Adams ne sont pas le premier ange. Le premier ange, on ne sait pas qui c'est pour l'instant. Le deuxième, c'est évidemment Lilith. Le troisième, on l'a vu dans la base de Bethany. Mais les Adams, c'est une adaptation différente de ce qu'était la race ancestrale. Je vous rappelle que la race ancestrale, on sait rien sur eux dans l'animé. Et là, on décide que les Adams, en fait, c'est eux. C'est l'ange zéro, en quelque sorte. Les créateurs de la vie. Et qu'est-ce qu'ils foutent sur Terre? On ne sait pas pour l'instant. N'allons pas plus loin. On aura plus d'explications dans les films suivants. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a 4 Adams et que les Adams ne sont pas le premier ange. Ça, c'est quelque chose qui est important de préciser tout de suite. Bon, il n'y a pas de changement aussi par rapport à ce qui s'est passé au Second Impact. Le papa de Misato qui l'a sauvée alors qu'elle était présente et qui veut faire du coup sa vengeance sur les anges. On connaît la chanson, ça c'est quelque chose qui a été conservé par rapport à l'animé. Et du coup, ça permet de faire le parallèle entre Misato et Shinji sur leur relation un peu difficile avec leur papa. Bon, ça c'est quelque chose qui reste intact et vraiment similaire par rapport à l'animé. Bien que je le rappelle encore une fois, ce n'est pas une reconstruction de l'animé. Et c'est vrai qu'avec ce genre de séquence, on pourrait croire que si, mais en fait non. c'est un peu chiant. Hein. Arrivée du 8e ange, comme j'ai dit, un croisement entre Sarakiel et puis Leliel. Shinji, juste avant de débuter le combat, va faire un commentaire sur l'odeur. Et il va sentir l'odeur de Rei Ayanami et l'odeur de sa mère à la fois. Bon, évidemment, on sait tous pourquoi il dit ça, hein, on n'est pas débile, on a compris que Rei c'est le clone de sa maman, comme dans l'animé, ça va être confirmé plus tard, mais ça c'est pas un changement par rapport à la série. Donc, mais ça confirme le postulat ultime que, oui, Yui Ikari est toujours présent dans l'unité 01, ça c'est quelque chose aussi qui a été conservé, parce que évidemment l'unité 02, de par le passé d'Asuka qui est pas du tout le même, on est en droit de se demander, mais en fait du coup, c'est l'âme de qui dans l'Eva 02? Eh ben on en a aucune idée, dans les Rebuild, on ne sait pas, et ça c'est pas que ça peut pas être la mère d'Asuka, mais en fait on n'a aucune preuve. En fait on n'est même pas sûr qu'elle ait eu une maman en fait un jour en fait Asuka dans la version des Red Bull. Ensuite bon, on connaît la suite. L'ange tente de s'écraser. Réception des trois, les trois sont nécessaires avec Shinji qui retient avec ses bras comme ça. Et puis l'Eva 00 avec Rei qui arrête le cœur et Asuka qui apporte le coup fatal. Asuka qui réalise dans sa plus grande tristesse qu'elle n'aurait pas pu y arriver toute seule, exactement comme Misato l'avait dit avant le début de la mission. Et Misato avait raison, bien sûr. Et la mission est un succès. Je note aussi une très belle animation dans le travail qui a été fait lorsque on est fixé sur Shinji, ou même Rei ou Asuka, quand il court justement pour aller intercepter Sarakiel, enfin le 8e ange plutôt, le travail d'animation sur les décors, les mouvements, etc., les arbres et la terre qui s'écroulent, l'évangélion qui bouge, l'animation est vraiment nickel et cette séquence est vraiment grandiose. On rappelle que le film date de 2009, hein. C'est plutôt de mon job, hein. 8e ange vaincu, c'est vite fait. On tient à préciser aussi, j'allais dire Matarael, mais le 7e ange a été vaincu très rapidement par Asuka, et là le 8e ange, même chose. Le 9e ange va prendre un peu plus de temps, et le 10e bien sûr aussi à la fin. Mais c'est vrai que, à l'instar de la série originale, les combats contre les anges ne sont pas ultra étendus. Hein. C'est assez vite réglé. Hein. Le 7e ange, il est balayé en, je sais pas, 2 minutes, même pas, par Asuka.
ouais, voilà quoi. On voit bien que Evangelion a d'autres choses à nous raconter que des robots qui tapent sur des monstres, hein. Et ça, je pense que vous l'avez compris, ça, hein. Voilà. Ensuite, après le combat contre le 8e ange, Gendo félicite son fils, il est content, et Asuka se rend compte qu'elle a besoin des autres pour réussir. Bon, peu importe. Ensuite, on a la séquence qui rappelle l'épisode 9, où Asuka va se coucher à côté de Shinji. On rappelle que Shinji a hésité à l'embrasser et ne l'a pas fait. La séquence est différente cette fois-ci, parce que Asuka se lève et va se coucher consciente à côté de Shinji. Et du coup, ils vont parler. Pourquoi tu pilotes l'Eva? La question légendaire de Shinji. Où Asuka répond pas vraiment. Mais du coup, ça change beaucoup de choses par rapport au fait que Asuka est consciente d'avoir besoin de se libérer vers les autres. Et c'est ce qu'elle essaie de faire avec Shinji. Est-ce que c'est un rapprochement amoureux? Pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer. Mais ça pourrait. Mais on voit bien que Asuka est absolument pas habile et que Shinji non plus, donc ça donne une séquence qui est assez, je dirais, belle, mais à la fois un peu ridicule aussi. Où les deux arrivent pas bien à se comprendre. Ça rend la séquence un peu marrante. Mais à la fois un peu tendue aussi. Il y a plusieurs émotions qui traversent, je dirais, ce passage de ce film. Rei est absente, ensuite, en classe. Elle est dans la cuve, avec le collier Rei numéro 02. Bon, ça je pense que vous savez tous pourquoi. C'était juste un détail pour vous rendre attentif au fait que c'est bien la Rei 2 et qu'on n'a pas changé. Bon, ça sert à rien de le préciser, Rei est un clone. Mais là, on voit le point le plus fort de Shinji, c'est que Shinji a réellement une influence énorme sur Asuka et sur Rei, vu que les deux vont essayer de faire la cuisine pour se rendre, pour, je sais pas en fait, pour un peu, parce qu'elles sont motivées par Shinji d'une certaine façon. Ou plutôt que peut-être Asuka est motivée par le fait que Rei est motivée par Shinji. Parce qu'elle est jalouse. Peut-être. Ça, c'est très possible. Donc voilà, les deux, on les voit avec ces fameuses blessures aux doigts. Et d'ailleurs, Asuka va le remarquer sur les doigts de Rei au moment de la fameuse séquence de l'ascenseur qui est reprise, qui est beaucoup plus courte cette fois-ci, parce que c'était un peu long peut-être dans l'animé. Donc là, vous voyez qu'on saute pas mal d'épisodes dans la série, hein. Il y a plein d'épisodes, de séquences d'épisodes à la poubelle, on s'en fout. Donc là, on voit bien qu'au niveau du rythme, on n'est plus du tout sur la même chose que l'animé. Ensuite, c'est la même chose. L'unité 04 se fait exploser et l'unité 03 est rapatriée au Japon. Ensuite s'ensuit le 9e ange, mais cette fois-ci, le 9e ange prend possession du coup bien de l'Eva 03, mais c'est pas notre ami Toji qui va la piloter, mais Asuka. Parce que, avec les traités du Vatican qui sont toujours en place, hein, évidemment, 4 évangélions ne peuvent pas être actives, c'est la 3e évangélion, enfin l'unité 02, pardon, qui va être immobilisée vu qu'elle appartient toujours aux forces stratégiques européennes. L'IPEA, qu'on a parlé tout à l'heure avec Marie. Et du coup, Asuka n'ayant plus son Eva, elle décide d'aller piloter la 03. Invasion de l'ange, Asuka est en train de se faire aspirer et de se faire bouffer en fait par les anges. Enfin, par les anges, par l'ange plutôt. Et Shinji doit combattre évidemment l'Eva 03. Ce qu'il refuse de faire, Gendo prend le contrôle, demi-système, mode berserk de l'Eva, elle explose l'Eva 03, le sang partout, et Shinji est pas content parce qu'il sait que non seulement c'est un être humain, mais il sait que c'est Asuka, là il le sait directement que c'est Asuka dedans, et il va essayer de démolir le QG. Concentration de LCL augmentée, Shinji tombe dans les pommes, il se fait arrêter pour insubordination et décide de fuir. Jusqu'à ce que, juste après, pendant sa fuite, et qu'il décide de partir, alors que Misato a essayé de le retenir pour la dernière fois, mais pareil, et peut-être que c'est ce que Misato s'attendait que Rei retienne Shinji, ce qu'elle n'a pas fait, et Shinji pendant qu'il fuit, et là il est vraiment déterminé à partir, eh bien, attaque du 10e ange avec Zeruel, avec un Shinji qui n'est pas au poste de combat, et une Asuka qui est absorbée à moitié dans l'Eva 03. Enfin, elle a été récupérée, mais en état, on n'est pas trop sûr de son état. Elle a été récupérée en partie de l'intérieur de l'Eva 03. Bon là j'ai fait très rapidement beaucoup de minutes de film parce que là il y a peu de changements en fait par rapport à la série, si ce n'est effectivement que c'est pas Toji mais Asuka qui est à bord. Et ça va justifier son œil bandé d'ailleurs par la suite, effectivement. Mais j'aimerais juste revenir sur un petit passage. Après avoir pris la concentration de LCL dans la gueule, après son insubordination, il se retrouve un peu dans le coma et va parler dans le train, ce fameux petit train du purgatoire, où il parle non seulement à Rei, mais à soi même, en plus petit, en petit Shinji Ikari,
où les deux vont lui inviter à essayer de comprendre son père. Ce que Shinji refuse de faire, parce qu'il a essayé, mais il n'y arrive pas. Et donc l'arrivée du 10e ange. Zeruel explose tout, essaie de rentrer dans le Central Dogma. Ah, et c'est l'Eva 02 qui va tenter de l'arrêter. Marie, à son bord. Alors, Marie, pourquoi elle peut piloter l'Eva 02? Ça, c'est une bonne question. Mais parce que, comme on l'a dit, elle faisait partie des forces stratégiques européennes. Et donc, ce qui serait logique, c'est qu'après son passage au Japon et ses études, elle soit revenue en Europe et qu'elle était la première pilote des EVA 02. Et que donc, de l'EVA 02, elle a arrêté de la piloter pour laisser la place à Asuka en 2015, qui a fait ses premiers tests. On rappelle qu'on en fait mention de ses premiers tests dans le premier film, du test donc entre Asuka et l'EVA 02, et que du coup, Marie n'a plus piloté d'EVA. Et quand elle remonte dans l'unité provisoire 05, elle dit « ça fait plaisir de remonter dans une Évangélion ». Ça veut dire qu'elle en a déjà piloté une autre avant. Et cette autre, c'était l'unité 02 pour moi, qui était construite en Allemagne et qui donc fait partie des forces stratégiques européennes. Et vu que les forces stratégiques européennes avaient l'unité 02 et que c'est eux qui l'avaient toujours en l'envoyant au Japon, eh bien, Marie la connaît, et Marie connaît ses secrets, et c'est pour ça qu'elle peut activer le Beast Mode, et c'est pour ça qu'elle peut monter dedans sans rejet de l'EVA 02. Logique, non. Et avec ce qu'on verra sur la théorie que je disais, que je viens de dire, bah on verra que ça fonctionne, parce que je vous rappelle qu'il y a une chose qui va intervenir dans le 3e film, la malédiction des Eva. Effectivement, du fait que Asuka, au moment que l'unité 02 a été mise en service, Asuka n'avait que 3 ans, en vue de son physique, elle n'a pas 3 ans, Asuka. Je suis pas trop sûr, mais il me semble pas. Donc Asuka est montée pour la première fois à bord de l'EVA 02 et à bord d'une Évangélion générale en 2015, et en 2004, quand l'EVA 02 est mise en service, on peut plutôt penser à Marie, qui Marie, à cette période-là, on le saura plus tard dans le manga, mais Marie est née en 1982, et donc elle a 22 ans. Et oui, ça veut dire que notre Marie a 22 ans physiquement lorsqu'elle arrive dans le film. Et que donc, Marie, en théorie, elle a 33 ans. Mais en physiquement, elle en a 22. Voilà, ça c'est comme ça que je justifie ça. Et c'est pour ça que, donc, Marie peut piloter l'EVA 02, va essayer de casser la gueule avec le mode Beast Mode, la gueule de Zeruel, ça ne marche pas. Elle va essayer d'aider Rei qui va en mode kamikaze, ça ne marche pas. Rei est mangée par Zeruel qui commence à fusionner avec elle. Et Marie se fait exploser un peu de tous les côtés et va arriver là où Shinji se planque, va ramener Shinji vers son unité 01 qui va sortir, s'énerver, foutre la baffe légendaire à Zeruel pour éviter qu'il détruise la passerelle de commandement, le ramène à l'extérieur, essaie de le détruire, n'y arrive pas, court de batterie, se fait exploser, et l'Eva ne se réveille pas toute seule. C'est Shinji qui se met en mode Beast Mode aussi, et qui réactive son Évangélion alors qu'elle a plus de batterie. Il essaie de descendre à l'intérieur du cœur de l'ange pour récupérer Rei qui est à l'intérieur. Fusion interdite, bam, ça crée quoi? Vous le savez très bien, les évangélions combinaison avec les anges, qu'est-ce que ça crée? Un impact. Les héritiers de Dieu, les héritiers des hommes. Un impact. Et évidemment, c'est ce qui est en train de se créer. Le 3e impact. Du coup, oui, c'est beaucoup plus tôt. Et du coup, le 3e impact est initié, mais il manque quelque chose apparemment pour que cela aboutisse. On ne sait pas exactement quoi encore, mais on rappelle que pendant ce temps-là, pendant que le combat a eu lieu, il y a un certain Kaoru Nagisa qui se préparait sur la Lune pour monter à bord de l'unité suprême désignée par la Zelle au cours du film, l'unité Mark 06. Mais l'unité Mark 06 n'interviendra pas, en tout cas pas pour l'instant. Et on laissera la suite de qu'est-ce qui va vraiment se passer dans le 3e impact au 3e film. Et est-ce qu'il va avoir vraiment lieu? Je pense que vous avez déjà la réponse. Qu'est-ce qui va se passer? Mais pour le moment, on reste là-dessus. Donc, un film intéressant pour plusieurs points, comme j'ai dit. L'arrivée de Marie. Alors, l'arrivée de Marie, c'est vraiment un truc de ouf. Parce qu'elle arrive pour la première séquence, elle est importante pour la dernière séquence, et sa rencontre avec Shinji, avec ce côté un peu fanservice, vous voyez ce que je veux dire, et le fait qu'elle soit hyper chelou et excentrique à sniffer Shinji de partout, c'est très bizarre d'ailleurs, nous montre une chose, bah, c'est au milieu. Et si elle intervient tout au début, tout à la fin et au milieu, bah, ça veut dire que même si elle n'est pas beaucoup présente, elle a un rôle important. Et effectivement, elle a un rôle important, parce que Marie connaît énormément de choses et connaît beaucoup plus de choses que tous les autres personnages de la série individuellement.
Elle a des connaissances énormes sur les évangélions et leur fonctionnement, même si elle l'a démontré à seulement une seule reprise à la fin du film, elle va continuer à le faire à travers les deux derniers films. Marie, personnage un peu mystérieux, mais elle nous donne un peu encore cette hype autour de ce personnage nouveau qui est plutôt bien introduit dans l'histoire, mais qui encore n'a pas beaucoup de sens par rapport à tout le lore évangélion. Pour l'instant, c'est un peu trop léger encore, on peut pas vraiment faire des ponts. Et du coup, on va arrêter la vidéo qui va être assez longue, encore une fois. Je suis désolé, hein, je fais au plus court, mais il y a tellement de choses à dire sur Évangélion. La semaine prochaine, on se retrouve pour un film d'animation absolument légendaire. Un film mythique de l'animation japonaise, vous n'avez pas pu passer à côté. Un grand classique des années 80. On en reparlera la semaine prochaine. Et puis dans 2 semaines, évidemment, on se retrouve pour le 3e Rebuild, qui est pour moi le moins bon film d'animation qui a été produit autour d'Evangélion, excepté peut-être les Death and Rebirth qui servent pas à grand chose, je sais pas si on peut les considérer vraiment comme des films, mais parmi les 5 autres films d'End of Evangelion et les 4 Rebuild, à mon sens le 3e Rebuild est celui le moins abouti. On expliquera pourquoi, et qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qui me dérange avec ce film. Et sur ce, je vais vous dire, à plus tout le monde.